Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs, série de webinaires initiés par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers du livre. Nos intervenantes de ce jour, et nous les remercions d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, sont Madame Marion Clamins, directrice de l'agence du livre. L'agence Livre et Lecture Bourgogne-Franche-Comté, Madame Marie-Ange Fougère, directrice du master Métier du livre à l'Université de Bourgogne, Madame Cécile Claire Denisot, éditrice et rédactrice web, et enfin Madame Sophie Blin, directrice des éditions Les Doigts qui rêvent. Donc, quelques indications sur le bon fonctionnement de ce webinaire. Comme d'habitude, sur la droite, vous avez la possibilité de poser vos questions tout du long de l'intervention par le biais du chat. Et voilà. Donc, je vous souhaite toutes et tous un très bon webinaire et je cède la parole à Madame Clamins. Bonjour à tous, que je ne vois pas, c'est un peu étrange, mais je vais essayer de m'imaginer qu'il y a foule derrière l'écran. Donc voilà, je commencerai peut-être juste par un petit mot rapide pour vous présenter en effet l'agence Livre et Lecture Bourgogne-Franche-Comté que je dirige. C'est donc une association loi 1901 qui est une assez vieille dame qui a été créée au milieu des années 80 dans le contexte des lois de décentralisation et à la fois sous l'impulsion de l'État, le ministère de la Culture, qui a été rejoint quelques années plus tard par le Conseil régional. C'est donc une association, mais très institutionnalisée, qui est finalement une sorte d'outil de service public, puisqu'elle est financée conjointement et à parité par l'État, donc la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, c'est le ministère de la Culture déconcentré, et par la région. Et sa mission à cette agence, c'est de co-construire, comme on dit, les politiques publiques en faveur du livre et de la lecture sur le territoire régional de la Bourgogne-Franche-Comté, en accompagnant donc l'ensemble des acteurs de ce que l'on nomme la chaîne du livre. Il y a une structure équivalente à la nôtre dans presque chaque région métropolitaine. Elles sont toutes appelées structures régionales pour le livre, qui est un nom générique pour les qualifier. Voilà, évidemment, l'agence est née ou renée plus précisément en janvier 2018 suite à la réforme territoriale de 2016 et elle est en réalité le fruit de la fusion de 3 anciennes structures qui préexistaient d'une part en Bourgogne et d'autre part en Franche-Comté. Voilà, donc aujourd'hui, une seule région, la Bourgogne-Franche-Comté, une seule agence Livre et Lecture Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes implantés sur 2 sites, à Dijon et à Besançon, et l'agence compte 12 salariés. On est donc à la fois au service des professionnels du livre en exercice, c'est important de le dire, qui sont pour leurs métiers principaux les auteurs, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, les organisateurs de manifestations littéraires ou encore les enseignants ou tout autre médiateur du livre. Et nous sommes aussi, vous l'avez compris, au service de nos partenaires publics et financeurs que nous accompagnons donc dans l'identification, la mise en œuvre de leur politique publique en faveur du livre et de la lecture en Bourgogne-Franche-Comté. Et nous travaillons pour tous les champs du livre, la création et la vie littéraire, le patrimoine écrit et la lecture publique, ou encore ce qu'on appelle l'économie du livre. Tout ça sera un peu plus clair pour vous, je l'espère, à la fin de mon intervention. Voilà, et tout ceci donc se traduit ou se décline par de multiples actions de conseil, d'accompagnement individuel ou collectif, de formation continue, mais aussi d'organisation d'événements. Voilà, et puis si vous avez envie d'en savoir plus, vous pourrez évidemment vous rendre sur notre site internet ou nous contacter directement. Je transmettrai tous les liens utiles à l'Amphore. Je vais peut-être débuter par une sorte de
descriptif assez schématique, hein, mais voilà, tout de même du contexte économique, puisque la filière économique du livre est considérée encore aujourd'hui comme la première des industries culturelles. On a enregistré plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Voilà, chaque année, des milliers de nouveaux titres sont commercialisés en France. Il vous a peut-être pas échappé, puisqu'on en entend souvent parler dans les médias à cette époque-là, que, par exemple, 500 ouvrages sont parus à la rentrée littéraire 2022, c'est-à-dire entre, grosso modo, août et octobre. Et que donc une telle diversité dans l'offre éditoriale nécessite évidemment un travail de tri et de sélection qui est effectué à l'intention des lecteurs par des médiateurs à l'autorité tout à fait reconnue, que sont par exemple les critiques littéraires, mais aussi et surtout les bibliothécaires et les libraires. Cette filière du livre, elle repose aussi sur l'existence d'un réseau de détaillants, donc les libraires, hein, pour la majeure partie, qui est très développé. Vous dire aussi au sein de cette filière que la création, l'édition, la fabrication ou encore la commercialisation d'un ouvrage sont le résultat de nombreuses étapes qui font intervenir de multiples acteurs de ce qu'on appelle donc communément la chaîne du livre. Et enfin, sur ce très très large panorama, on estime aujourd'hui que le secteur du livre, donc le secteur du livre qui et notamment l'édition, la diffusion, la distribution, j'y reviendrai, hein, le commerce de détail et les bibliothèques, totalisent plus de 80 000 emplois. Ça représente en réalité un peu moins de 0,4% de la population active, mais près de 20% de l'ensemble des emplois du secteur culturel. Voilà pour ce contexte économique très vite brossé. J'aimerais m'arrêter, parce que ça me semble absolument essentiel, sur ce qui fait, entre autres, hein, mais notamment la singularité de cette filière du livre ou de cet écosystème. Et il s'agit de son cadre juridique essentiel qui est la loi sur le prix unique du livre, qui date de 1981. Cette loi sur le prix unique du livre est dite loi Lang, puisqu'elle a été portée par Jack Lang, alors ministre de la Culture. Là encore, de façon assez schématique, puisqu'il y a des exceptions et des prolongements de cette loi que vous trouverez sans peine, mais voilà, de façon assez schématique et la plus simple possible, cette loi Lang, elle dispose que c'est l'éditeur qui fixe le prix public TTC du livre. L'éditeur a même l'obligation de l'imprimer sur le livre, en général en 4e de couverture. Donc c'est l'éditeur qui fixe le prix du livre TTC et la remise maximale que peut effectuer un détaillant, en l'occurrence la plupart du temps un libraire, sur le prix fixé par l'éditeur, pendant les 2 premières années d'existence du livre, cette remise ne peut être que de 5% maximum. Voilà, donc je voulais rappeler cette loi. Autrement dit, vous payez un livre au même prix partout et il est par exemple faux de penser qu'un livre serait moins cher dans une surface culturelle, Leclerc pour ne pas les citer par exemple, que chez votre libraire de proximité. Le libraire, c'est donc quasiment le seul commerçant en France qui non seulement ne fixe pas le prix de ce qu'il vend, mais aussi qui n'est donc pas autorisé à faire des remises ou des soldes sur la marchandise qu'il vend. La seule concurrence donc qu'un libraire peut mettre en œuvre pour se démarquer de ses consoeurs, confrères, elle portera sur sa capacité d'accueil et de conseil.
Donc cette loi Lang, elle paraîtra peut-être injuste aux plus libéraux, mais en réalité, et c'est important de le rappeler, c'est elle qui protège le réseau de librairies en France depuis 40 ans. Et ce faisant, c'est elle qui protège évidemment donc les auteurs, les éditeurs, donc ce qu'on appelle la diversité éditoriale, et donc le lecteur. À titre de contre-exemple, un peu daté aujourd'hui, et peut-être certains d'entre vous n'auront pas connu ça, mais voilà, on cite souvent l'exemple des disquaires qui, il y a plusieurs dizaines d'années, avaient pignon sur rue, et certains d'entre vous se souviennent peut-être de petites boutiques de disquaires dans certaines communes ou villes. Les disquaires ont disparu à partir du moment où des très grandes surfaces culturelles telles que à l'époque Virgin, mais aussi aujourd'hui encore la Fnac ou autres, ont ouvert et ont donc pratiqué des prix sur la musique qui n'ont jamais permis aux disquaires de faire face. Voilà, ça n'est pas arrivé pour les librairies grâce à cette loi Lang. Cette loi, c'est donc aussi la clé de voûte de la filière ou de l'écosystème du livre. En tout cas, c'est celle qui induit de fait une nécessaire solidarité entre les maillons de cette chaîne, pourrait-on dire. C'est celle aussi qui fabrique une culture de filière au sein de laquelle sont recherchés le plus souvent des ajustements, de la cohérence et puis surtout une adéquation autant que possible entre une production éditoriale croissante. Je vous ai rappelé le nombre de livres qui paraissent chaque année et puis les capacités des prises en charge en aval. Sur maintenant peut-être la structuration de la filière avec des informations un peu pêle-mêle. Vous dire d'abord que ce chiffre d'affaires, qui peut paraître très important, plus de 4 milliards de chiffre d'affaires pour cette industrie culturelle du livre, ce chiffre d'affaires est extrêmement concentré en réalité. Et la majeure partie de ce chiffre d'affaires est en fait aux mains de très peu d'acteurs, et notamment entre celles de quelques très gros groupes éditoriaux. En termes de structuration aussi, on a on a deux syndicats dans le livre, le syndicat national de l'édition, d'une part, qui représente avant tout les très gros éditeurs, et le syndicat de la librairie française. Ensuite, on a plutôt par métier des associations professionnelles ou de défense des acteurs du livre. Par exemple, dans le désordre, l'Association des bibliothécaires de France, de nombreuses associations de défense des auteurs et de leurs droits, par exemple la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Société des gens de lettres, la Ligue des auteurs, etc. Depuis très récemment, moins d'un an, s'est créée aussi la Fédération des éditions indépendantes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas dans cette filière de syndicats ou de fédérations interprofessionnelles, donc rassemblant plusieurs métiers. Sinon, les structures régionales pour le livre, telles que l'Agence Livre et Lecture Bourgogne-Franche-Comté, qui n'est pas un syndicat, absolument pas, mais qui a une mission résolument interprofessionnelle, qui s'adresse à toute la chaîne. Et j'ajoute que nous sommes fédérés par la FIL, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture. Voilà, donc ces structures-là parlent avec tout le monde, si je puis dire. À noter aussi que les politiques publiques en matière de livre et de lecture sont plutôt fortes, avec une représentation évidemment au sein du ministère de la Culture
et dans ces représentations déconcentrées que sont les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, avec souvent des chargés de mission livres dans les conseils régionaux, avec aussi un centre national du livre, etc. Donc des politiques publiques en matière de livres plutôt volontaristes, voilà, même si il nous arrive de regretter certains choix, évidemment, comme pour toute politique. Et donc la singularité de la filière, je vous le disais, c'est sa très forte concentration, et cette forte concentration du chiffre d'affaires la rend aussi finalement très disparate. Et la réalité régionale de la filière est finalement assez loin du caractère, disons, florissant que pourraient laisser penser les chiffres nationaux que je vous ai livrés. Au niveau régional, notamment, finalement, on dépasse un peu la notion de filière qui n'a pas tellement de cohérence, et on préférera parler d'écosystème de manière élargie, en prenant en compte l'ensemble des acteurs concernés par le livre, qui partagent la culture du livre, et finalement pas uniquement les acteurs économiques qui seraient impliqués absolument dans la chaîne de valeur. En région aussi, on constate que c'est bien l'appartenance à un même territoire, la proximité, c'est finalement ça qui est avant tout perçu comme une véritable ressource et l'un des éléments fédérateurs finalement de cette culture commune. Voilà, j'en viens au métier. Je ne sais pas quel est l'usage, si on peut faire si on s'arrête pour des questions, mais peut-être pas. J'imagine que Caroline me le dirait. Je passe du coup au métier, sachant que il ne fait pas de doute que j'imagine que Sophie et Cécile compléteront avantageusement ce que moi je vais dire de façon assez générale. Mais que je pourrais bien sûr préciser si besoin. Donc on m'a demandé de brosser un peu un panorama des métiers du livre finalement. Voilà, alors ce qu'on appelle la chaîne du livre, ça va de l'auteur au lecteur, c'est-à-dire depuis la conception d'un livre, depuis la création d'un livre jusqu'à sa vente et sa réception. Et tout ceci, ça nécessite donc l'intervention de différents acteurs qu'on peut aussi appeler maillons, puisqu'ils sont intimement liés les uns aux autres, vous l'avez compris. Donc les différents et principaux métiers de cette chaîne sont les suivants, dans l'ordre, de l'auteur jusqu'au lecteur. D'abord, donc tout ce qui concerne la création, c'est-à-dire les auteurs. Alors, auteur et autrice, qu'on dit beaucoup aussi aujourd'hui, c'est un terme générique qui recouvre à la fois les écrivains, les illustrateurs, les scénaristes, les dessinateurs, les coloristes, les traducteurs et même les photographes impliqués dans un ouvrage, bien sûr. Il n'existe ni formation ni diplôme pour devenir auteur. Et finalement, la qualité en termes de conditions d'auteur professionnel, elle est acquise par la publication et la diffusion de son travail. C'est uniquement la publication et la diffusion d'un travail qui confèrent à un auteur un statut social et fiscal. L'auteur, c'est donc celui qui crée le contenu du livre. Il va proposer à un éditeur un projet. Il travaille seul ou bien en collaboration avec d'autres auteurs. Et avant d'envoyer son manuscrit, l'auteur va choisir les maisons d'édition dont la ligne éditoriale vont lui sembler a priori correspondre à son projet. Si l'éditeur est intéressé, il proposera à l'auteur un contrat d'édition qui déterminera les conditions de publication, c'est-à-dire notamment la rémunération de l'auteur, le tirage initial, les conditions de réédition, la date de sortie, la gestion des droits, etc. Je vais faire un focus à chaque fois pour chacun de ces métiers sur notre réalité régionale pour que voilà, vous ayez les moyens aussi de comparer avec le contexte national.
En Bourgogne-Franche-Comté, on recense environ 250 auteurs. On sait qu'il y en a plus que ça, qu'ils sont aussi nombreux à ne pas vouloir forcément être vus, à préférer vivre cachés, on leur en veut pas. Voilà, et si je brosse, comme je le ferai pour chaque métier, un petit portrait robot des auteurs vivants en Bourgogne-Franche-Comté, je peux vous dire que typiquement, l'écriture n'est pas l'activité principale de la très grande majorité d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont très souvent un autre métier qui leur permet de vivre. Je peux vous dire aussi que pour la majeure partie d'entre eux, ils font vraiment de la région un lieu de diffusion important de leur création, qu'ils soient édités par des éditeurs du territoire ou bien qui participent à des événements littéraires organisés par différents acteurs du livre de la région. Et pour les autres, c'est-à-dire la petite partie d'entre eux qui vivent de leur écriture, eh bien, à l'inverse, ils ont souvent un lien assez faible avec le territoire. Voilà pour les auteurs sur lesquels, encore une fois, on pourra revenir. Après la création vient donc l'édition et donc le métier d'éditeur. Le rôle de l'éditeur, il est à la fois d'ordre intellectuel et économique. L'éditeur, donc, c'est lui qui permet la publication des textes, qui cherche à les faire parvenir jusqu'au lecteur. Soit il est quasiment un industriel, soit il est un artisan. En tout cas, c'est d'abord un passeur de textes. Son boulot, c'est de lire des manuscrits, de déceler les qualités littéraires de ces manuscrits en question, d'assumer des choix éditoriaux, de refuser aussi, et puis pas à pas de construire aussi un catalogue cohérent, voilà, de publier des ouvrages qui seront représentatifs de l'identité qu'il a souhaité donner à sa maison d'édition. Je le disais, donc avant tout un passeur de texte, mais aussi l'éditeur, c'est un chef d'entreprise et un technicien. C'est lui vraiment qui prend l'essentiel du risque financier et juridique lorsqu'il décide de publier un auteur ou une autrice. Et enfin, c'est aussi un chef d'orchestre puisqu'il contrôle absolument toutes les étapes de fabrication de ses ouvrages jusqu'à la commercialisation, en passant donc par la conception et la fabrication, c'est-à-dire correction, relecture, relation avec les graphistes, les développeurs ou les imprimeurs, pour aboutir à la conception de l'objet livre. La deuxième étape, c'est la contractualisation. Donc l'éditeur, enfin une autre étape, l'éditeur propose, je vous l'ai dit, à l'auteur un contrat d'édition qui fixe donc toutes les règles et les relations entre les deux parties. Et enfin, autre étape, la commercialisation. Donc c'est l'éditeur qui entretient les relations avec les diffuseurs, les distributeurs, que ceux-ci soient physiques ou numériques. J'y reviendrai. En matière, s'agissant des éditeurs en Bourgogne-Franche-Comté, on en recense 60. Là, c'est plus simple que les auteurs. On les identifie bien plus facilement. On estime le chiffre d'affaires global de l'édition en Bourgogne-Franche-Comté à 32 millions d'euros. Mais, attention, et d'ailleurs un peu sur le même modèle finalement que le chiffre d'affaires du livre national, c'est 4 milliards d'euros, il apparaît qu'un éditeur en Bourgogne-Franche-Comté concentre près de 60% de ce chiffre d'affaires total, de ces 32 millions d'euros, et concentre aussi près de 30% du nombre total d'emplois générés par l'édition en Bourgogne-Franche-Comté. Sachant que l'emploi lié à l'édition en Bourgogne-Franche-Comté, on l'estime à environ 70 équivalents temps plein et une bonne trentaine de gérants non salariés. Voilà. En Bourgogne-Franche-Comté, donc, pour la plupart, cette soixantaine de maisons d'édition sont des maisons qui ont des chiffres d'affaires modestes,
mais qui sont animés par des vraies personnalités qui défendent un projet artistique, un projet littéraire, et qui, vous l'avez compris, renoncent le plus souvent, sinon à toute rémunération, en tout cas à une juste rétribution de leur activité. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que contrairement à beaucoup d'idées reçues, il y a très peu d'éditeurs indépendants de Bourgogne-Franche-Comté qui sont des éditeurs régionalistes, c'est-à-dire qui feraient de la région le sujet principal de leur ligne éditoriale. On en recense à peine 10% sur les 60. Et ce qui est sûr, c'est que le plus souvent, les éditeurs de la région, comme à l'image des éditeurs dans d'autres régions, investissent de réelles niches, comme on dit, et se caractérisent par une grande capacité d'innovation et la volonté de donner vie à des projets originaux. C'est bien sûr aussi une condition sine qua non si on veut se rendre visible et un peu émerger dans l'océan des maisons d'édition et surtout des grosses maisons que vous connaissez tous. Voilà, et être visible et se démarquer. Sur cette soixantaine de maisons d'édition, une petite dizaine présente une très solide structuration avec un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 euros, des équipes salariées, un rythme de publication assez soutenu. Et puis, cinq maisons d'édition relèvent de l'édition dite publique ou semi-publique. Donc, on possède un modèle économique un peu particulier et finalement peu comparable aux autres maisons. Voilà pour l'édition. Après donc la création, l'édition, arrive l'étape de la production dans la chaîne du livre. Et donc, la production regroupe des métiers tels que les graphistes, les maquettistes, les imprimeurs. J'aurais moins de choses à vous dire sur ces métiers qui ne font pas exclusivement partie de la chaîne du livre et auxquels finalement l'agence ne s'adresse pas directement, qui sont des métiers absolument essentiels au sein de la chaîne du livre, mais qui font évidemment pleinement partie d'autres filières. Donc chaque livre, évidemment, vous l'avez remarqué, a un aspect différent, un format différent, un papier différent, en fonction de la ligne éditoriale et de l'identité visuelle qui a été souhaitée par l'éditeur. Et donc, qu'ils soient salariés de la maison d'édition ou indépendants, les graphistes et maquettistes, ce sont eux qui imaginent la composition des pages de l'ouvrage dans son ensemble. Et après la validation des épreuves par l'éditeur, donc c'est le fameux bon à tirer, le fichier va être transmis à l'imprimeur. Et donc, après contrôle des fichiers, le calage, le réglage de la presse, l'impression est donc lancée par l'imprimeur. Voilà pour la production. On passe ensuite à la commercialisation et c'est là donc qu'interviennent les diffuseurs et les distributeurs. La diffusion, c'est l'ensemble des opérations commerciales mises en œuvre pour présenter les nouveautés et les titres des éditeurs, puis pour développer les ventes auprès des points de vente du livre partout en France, donc à la fois les librairies, mais aussi les grandes surfaces spécialisées, les supermarchés, les sites internet, les centrales d'achat, etc. Donc les diffuseurs, ce sont un peu les VRP des éditeurs. Et cette diffusion, elle peut être assurée soit en interne, par l'éditeur, parfois par l'éditeur lui-même. C'est un modèle qu'on trouve beaucoup chez nos éditeurs de Bourgogne-Franche-Comté, qui sont pour la plupart donc autodiffusés. Ils se chargent eux-mêmes de promouvoir leur catalogue auprès des points de vente. Ou bien la diffusion est confiée à des structures qui vont se consacrer exclusivement à cette activité. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que les structures de diffusion les plus importantes appartiennent le plus souvent
à des gros groupes d'édition, à ceux qui détiennent la majeure partie du chiffre d'affaires du livre. Quant à la distribution, elle regroupe l'ensemble des tâches qui sont liées à la circulation vraiment physique des livres, à la gestion des flux d'informations, des flux financiers entre l'éditeur donc et le détaillant, le vendeur. Donc, ces flux physiques, ils concernent le stockage et l'envoi des livres, l'envoi des commandes de réassort, le traitement des retours, etc. C'est en fait une énorme logistique de la préparation de colis, de la gestion de palettes. Et donc, les distributeurs, physiquement, ce sont des entrepôts immenses avec une logistique d'acheminement qui est très importante. Excusez-moi. Oui. Par contre, est-ce qu'on peut faire une petite pause dans les métiers? On finira peut-être par libraire et bibliothécaire. Parce que j'avais aussi une question. Madame Fougère avait une temporalité qui était un peu limitée. Elle va en cours à 14h. Si ça vous dérange pas, on fait une petite pause. On reviendra sur la fin parce que j'ai invité différents intervenants qui participent du coup au master dont nous allons parler. Et je vais donner tout de suite la parole à Madame Fougère. Excusez-moi. Oui. Non, je vous en prie, je serai un tout petit peu en retard, c'est pas grave. Les étudiants seront ravis. Donc, je suis là pour vous parler du master métier du livre de l'Université de Bourgogne, qui existe pour ce qui est du master 2 depuis 16 ans. Et depuis cette année, existe un master 1, puisque désormais, on ne compte plus en M1, M2 dans le vocabulaire universitaire, mais on parle de master. Donc, on ne distingue plus la première et la deuxième année. Maintenant, le master est un tout. Et il est donc urgent de créer un master 1, ce qui est le cas depuis cette année. Donc, le master métier du livre de l'Université de Bourgogne prépare au métier d'éditeur et de libraire, avec aussi une formation mais plus restreinte à la médiation culturelle et du fait de la présence d'étudiants qui souhaitent rejoindre éventuellement les métiers de la bibliothèque, nous ouvrons très légèrement au métier de la bibliothèque, mais ne formons absolument pas à ces métiers-là. Donc, le master a maintenant lieu en 2 ans, avec, pour ce qui est de la deuxième année, la possibilité de signer un contrat d'apprentissage auprès soit d'un éditeur, soit d'un libraire, et donc de faire une formation en alternance. Cette alternance n'est proposée qu'en deuxième année, en tout cas pour l'instant. En première année, en M1, on ne propose pas l'alternance et donc les cours ont lieu de manière traditionnelle toutes les semaines. En revanche, pour le Master 2 en alternance, nous sommes adaptés au calendrier des apprentis et donc les cours ont lieu 2 semaines par mois. Et les 2 semaines où il n'y a pas de cours, soit les alternants, en ce qui concerne les alternants, ils sont dans leur entreprise et les autres étudiants ont à accomplir des projets tutorés dont sont dispensés les alternants et donc préparent ces projets pendant les 10-15 jours. Voilà, pour ce qui est de ce Master 2, je commence par la fin parce que et je vais remonter. Pour ce qui est du Master 2, les cours ont lieu du 15 septembre au 15 février en alternance, donc 15 jours de cours, 15 jours sans. Et à partir du 15 février, les cours s'arrêtent, les alternants vont dans leur entreprise et les autres étudiants accomplissent un stage qui généralement dure entre 3 et 6 mois. Donc, ce calendrier concerne le M2. En ce qui concerne le M1, nous sommes sur une année traditionnelle avec 2 semestres, des cours toute la semaine et des évaluations qui ont lieu en janvier et en mai, comme c'est le cas pour tout le reste de la formation universitaire. Que ce soit en M1 ou en M2, les intervenants sont pour partie des universitaires et pour partie des professionnels. Pour ce qui est des universitaires, il y a moi par exemple qui suis enseignant-chercheur et qui assure des cours et dans le M1 et dans le M2. Les cours d'anglais sont assurés par des universitaires.
Voilà, certains cours comme ceux-ci sont assurés par les universitaires, mais sinon j'ai la grande joie de faire intervenir dans le master des professionnels, et je suis très heureuse de voir qu'il y en a 2 ici. Il y en a même 3 avec Marion qui a la gentillesse chaque année de venir présenter aux étudiants les missions et la nature de ce qu'est l'ALL. Voilà. Sinon, Cécile fait partie de l'aventure depuis, je crois, le début. Et c'est d'autant plus chouette que Cécile a elle-même suivi le master. Donc, pas tout à fait depuis le début, du coup. Donc, Cécile a suivi le master et maintenant intervient depuis un certain nombre d'années dans le cours d'écriture web. Et puis, Sophie Blamartel intervient elle aussi pour assurer le cours de gestion édition. Voilà, nous avons d'autres intervenants professionnels. Alors, nous privilégions les intervenants locaux. Donc, nous avons 2 intervenants qui travaillent chez Faton, l'une comme éditrice et l'autre comme infographiste. Voilà, nous avons donc toute une équipe qui permet au master de proposer une formation à la fois générale et plus professionnalisante, ce qui est le but de ce type de formation et ce que l'université demande aux responsables de master. Donc, pour ce qui est du Master 1, il est vrai qu'il y a encore des cours assez généraux qui disparaissent en Master 2, puisque nous souhaitons que nos étudiants aient une culture générale solide, estimant que ce soit pour l'édition ou que ce soit pour la librairie, cette culture générale est absolument impérative. Donc, ils ont encore en Master 1 des séminaires qu'ils partagent avec les étudiants des autres parcours de master, parcours recherche et parcours écriture. Donc, des cours de culture générale joints à des cours alors élégamment appelés pratiques rédactionnelles. En réalité, il s'agit de cours de grammaire et d'orthographe que nous essayons de rendre un peu attrayants. Mais voilà, il est hors de question que les étudiants n'aient pas au mieux une consolidation, au pire, et de manière assez réaliste, un ajustement de leur pratique rédactionnelle. Voilà, il y a donc des cours d'infographie, évidemment, dès le M1 pour les préparer à l'utilisation des logiciels comme InDesign en particulier. Des cours d'anglais, je le disais. Et puis, nous pratiquons 2 fois par mois l'invitation de professionnels des métiers du livre, que ce soit des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires, des illustrateurs, des auteurs, qui viennent donc 2 fois par mois de manière très libre présenter leur profession, leur activité aux étudiants. C'est un des moments où les étudiants de Master 1 et les étudiants de Master 2 sont réunis et donc viennent écouter ces professionnels et échanger avec eux. Il ne s'agit absolument pas d'un cours, il s'agit vraiment d'un échange très libre autour du métier proposé. Donc ça, c'est quelque chose à quoi on est très attaché, car cela permet en outre à nos étudiants de rencontrer des professionnels et de constituer le réseau qui leur sera indispensable pour trouver ensuite du travail. Nous pratiquons aussi dans le master des visites de sites, visites d'imprimerie, visites de maisons d'édition, visites de librairie. Nous en dispensons car nous estimons que les étudiants n'ont pas besoin de nous pour aller voir les librairies. Mais voilà, nous essayons de leur montrer des lieux qu'ils ne fréquentent pas et que personne ne fréquente a priori, sauf s'il est concerné, et ce qui leur permet d'avoir une vision plus concrète de la chaîne du livre dont parlait Marion tout à l'heure. Voilà, à l'issue donc, alors pour rentrer dans le master, il faut passer par une épreuve un petit peu pénible, je suppose, pour les candidats de sélection. Donc il y a une première sélection qui est faite sur dossier et une deuxième sélection qui est faite à l'oral. La première sélection sur dossier, on demande aux étudiants leur note de licence, ou s'il s'agit de formation continue, puisque le master est évidemment ouvert à la formation continue, nous demandons aux personnes qui souhaitent s'inscrire de nous présenter leurs caractéristiques, de nous présenter leur formation. Donc voilà, tout ce qui concerne les notes. Nous leur demandons en outre une lettre manuscrite
de motivation. Et nous leur demandons, enfin nous les prions instamment de présenter un compte-rendu de stage prouvant qu'ils ont déjà mis un pied dans le monde du livre. Voilà, à l'issue de l'examen des dossiers écrits, nous sélectionnons les candidats pour un oral. Donc cette année, nous avons eu pour le M1 80 dossiers de candidature, et comme nous ouvrions juste le Master 1, nous avons préféré nous en tenir à 12 étudiants. Donc nous avons choisi les 12 étudiants à l'oral, et je dois vous dire que le critère de la motivation et du dynamisme ont été particulièrement prégnants. Voilà, pour le M2, nous avons 15 places pour l'instant. Et là encore, nous procédons de la même manière, dossier écrit, puis prestation orale pour évaluer la motivation et pour évaluer la volonté de s'impliquer dans la formation. Alors, pour que Oui. vous arriviez vraiment en retard, j'ai 2 petites questions. Est-ce que vous avez des profils complètement atypiques, qui genre une passion du livre, mais qui connaissent peu le domaine, qui peuvent postuler et potentiellement qui pourraient être pris? Et en formation initiale, vous êtes plutôt sur quel type de quelle licence viennent les Alors, en élèves? formation initiale, nous sommes très attachés à la diversité. Bon, sachant que généralement, ce sont des étudiants de sciences humaines, hein, mais nous avons des étudiants de lettres, de langue, de droit, d'histoire, et régulièrement, presque chaque année, des étudiants de sciences, SVT, voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que nous sommes très attachés à la motivation plutôt qu'au profil universitaire, parce que nous avons constaté que plus nous diversifions nos étudiants, plus la promotion était riche et plus il était, plus l'année était dynamique. Voilà. Alors, pour ce qui est du Master 1 que nous avons ouvert cette année, nous avons tenté l'expérience, sans trop savoir ce que ça allait donner, d'ouvrir à des candidats venant de licences professionnelles, avec la crainte que la sauce ne prenne pas, si je puis dire, entre les étudiants de licence générale et les étudiants de licence professionnelle. Et en fait, nous sommes très heureux de notre choix parce que la complémentarité des uns et des autres a permis à la promotion d'être encore plus dynamique et encore plus motivée. Et nous avons, alors j'espère que ça va durer, mais une promotion de Master 1 absolument incroyable, où chacun s'entraide, chacun est très heureux d'être là. Et donc, nous supposons que ça va continuer en Master 2. Voilà, pour ce qui est de la formation continue, nous avons eu au cours des années des professeurs des écoles, j'allais dire instituteurs, des professeurs des écoles, des dessinateurs. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Oui, c'était plutôt atypique. Voilà. Et à chaque fois, l'idée, c'est d'enrichir d'enrichir la promotion par la multiplicité des profils. Quand je disais atypique, c'était vraiment très atypique. Par exemple, un chauffeur routier qui vous dirait: «J'ai une passion pour le livre, mais je m'y connais pas». Non. Si une motivation extrême derrière, Oui, alors sans doute, hein, ça pourrait être intéressant, mais ça, on n'a jamais eu ce genre de. Enfin, en non, tout mais cas, moi, je qui dirige poussais le l'extrême. master depuis 6 ans, donc ça fera c'est ma 7e année, je n'ai jamais eu de candidature de ce type. Mais nous l'examinerions avec d'autant plus d'intérêt que je répète que la motivation est un des critères principaux de recrutement. D'accord. Bah, merci infiniment. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Et je vous en prie, S'il y merci a à des toutes. questions qui passent, parce que je sens que Christelle est en train d'écrire un mot, je ne manquerai pas de transmettre la question et la réponse viendra ultérieurement. Bon cours et Très bien, excusez-nous auprès de vos élèves. merci. Au Au revoir. revoir. Merci. Ah, Ouais, je vois la question. quel type Licence de licence pro, pro? métier du livre. Cette année, j'ai eu que des métiers du livre. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, je crois que c'est ça, c'est licence pro, métier du livre. Et puis un DUT aussi. Voilà. Enfin, voilà. Ben, merci Au infiniment et revoir. belle fin de journée. Au revoir. Yep. Du coup, madame Clamin, ça permet de rebondir, hein, je suis désolée, puis madame Claire Denis, Non, non, c'est moi merci pour le qui suis non, non, mais désolée. Hein. moi je trouve ça passionnant, enfin, comme à chacun de mes webinaires d'ailleurs. Non, mais à chaque fois, je me fais avoir. Non, mais parce que du coup, ça prépare aussi au métier de libraire, le métier master du livre. Du coup, passons élégamment au je poserai la Alors, question, madame Coeur. ouais. Donc je vais aller bien sûr très vite et pardon d'avance et à Sophie et à Cécile.
J'en étais à la commercialisation avec les diffuseurs-distributeurs. On arrive en effet à la librairie qui est donc placée en bout de chaîne. Le libraire, quant à lui, choisit, conseille et vend des livres. C'est pas donc un commerçant comme les autres, je l'avais dit en début d'intervention, puisque donc il ne détermine pas son prix de vente fixé par l'éditeur. En revanche, il négocie quand même son prix d'achat, ce qu'on appelle la remise de l'éditeur. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, un libraire doit réunir 3 qualités essentielles. D'une part, avoir une solide compétence culturelle et commerciale pour conseiller, constituer un assortiment, le faire vivre et susciter l'envie de lire et de découvrir des auteurs, évidemment. Avoir aussi une très bonne capacité de gestion pour garder l'équilibre de son commerce entre la richesse culturelle et le financement de l'ambition en question. Et enfin, être un communicant, si on peut dire, c'est-à-dire se positionner vraiment comme un acteur culturel à part entière sur son territoire, dans sa ville, etc. L'agence Livre et Lecture s'adresse et accompagne les librairies dites indépendantes. C'est un terme que vous avez dû souvent entendre. Qu'est-ce qui fait qu'une librairie est indépendante? C'est d'abord économique, c'est l'indépendance de son capital. Ce n'est pas une librairie qui appartient à un groupe, mais c'est aussi l'indépendance d'esprit, je dirais, du libraire. C'est-à-dire sa liberté de faire des choix, la conception qu'il a de son métier. Puisque, vous l'avez compris, le prix du livre étant le même partout, le libraire se distingue, lui, d'un supermarché par la capacité qu'il aura à proposer un assortiment de titres particuliers, à défendre des livres et des auteurs sur la durée. En Bourgogne-Franche-Comté, donc, on recense 90 librairies indépendantes, dont on estime le chiffre d'affaires à 50 millions d'euros et dont on estime que ça représente 320 équivalents temps plein. L'implantation, la taille, la typologie de ces librairies reflètent en fait vraiment la morphologie, je dirais, physique et humaine de notre région, qui est un territoire très vaste et très peu densément peuplé. Voilà, et donc on a près de 25% des points de vente qui sont situés dans des communes de moins de 5000 habitants. On trouve dans ces 90 librairies une part majoritairement de librairies généralistes et de librairies papeterie, assez peu finalement de librairies spécialisées, même si ça augmente un peu ces dernières années. Malgré leur taille modeste, ces librairies montrent une belle vitalité et finalement la faible part de grandes librairies en Bourgogne-Franche-Comté a vraiment permis le développement de ces librairies intermédiaires, dynamiques et implantées, y compris sur des territoires ruraux, comme on en a beaucoup chez nous. Voilà, et puis j'en arrive à mon dernier maillon de la chaîne qui est la médiation et qui est donc qui comporte les métiers des bibliothèques et puis les manifestations littéraires. Donc les bibliothèques restent vraiment les premiers équipements culturels d'une commune. Elles sont génératrices de liens sociaux, elles sont des carrefours entre les générations, elles proposent une grande diversité de documents et de services. C'est aussi très souvent des vrais lieux de partenariat, elles sont au cœur des partenariats, elles participent aux propositions culturelles d'une commune en collaboration avec des structures scolaires, sociales, autres structures culturelles. Et bien sûr, elles sont les partenaires incontournables de la chaîne du livre à laquelle elles appartiennent pleinement, évidemment.
Et c'est aussi elles qui contribuent, on peut le dire, par leurs acquisitions au maintien d'un réseau de librairies indépendantes de proximité et de qualité, la librairie étant le premier fournisseur des bibliothèques. Voilà, je vous passerai, voilà, très vite dit, on recense 570 bibliothèques publiques en Bourgogne-Franche-Comté, tous niveaux confondus. Voilà, il y a des plus ou moins grandes bibliothèques, plus ou moins petites. Voilà, peut-être ce qui est à noter et qui est le cas à l'échelle nationale, c'est aujourd'hui le réel, des enjeux principaux pour les bibliothèques, c'est celui de la professionnalisation et de la formation qui se pose notamment pour les plus petites structures qui, bien souvent, s'appuient quasi exclusivement sur du bénévolat. Voilà, et puis peut-être noter une singularité des bibliothèques en Bourgogne-Franche-Comté, c'est la richesse des fonds patrimoniaux qui sont conservés dans ces bibliothèques. La région compte 5 bibliothèques municipales dites classées, c'est-à-dire conservant d'importants fonds d'État. Voilà, et on a encore une fois des trésors patrimoniaux dans les collections des bibliothèques de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis enfin, donc les manifestations littéraires. Donc une manifestation publique autour du livre, elle privilégie évidemment la rencontre entre les lecteurs et les auteurs. C'est très souvent un moment qui dynamise une politique en faveur du livre et de la lecture sur un territoire. Les organisateurs de ces manifestations contribuent vraiment à la promotion du livre dans une logique et un ancrage territorial. Ils s'appuient en général sur des partenariats solides avec les professionnels du livre locaux. Et ces manifestations ou ces événements peuvent prendre des formes très variées. Ce sont des salons ou des fêtes du livre, des festivals, des rencontres littéraires, des lectures à voix haute, etc. Et voilà, ces manifestations, elles peuvent vraiment permettre un accès au livre à un très large public et susciter, on l'espère toujours, de nouvelles vocations de lecteurs. Voilà, en Bourgogne-Franche-Comté, on en recense environ 70. Elles sont de taille extrêmement différentes. La grande majorité d'entre elles, quand même, présentent des budgets très faibles. Mais parmi ces 70, une vingtaine d'entre elles s'appuient sur une économie plutôt solide. Alors, avec une amplitude de budget parmi cette vingtaine qui va de 10 000 à 400 000 euros. Bon, 400 000 euros, c'est Livre dans la boucle, qui est le gros salon du livre de Besançon, qui se tient chaque année en septembre. Voilà, donc elles ont une solide économie, elles ont une organisation professionnalisée avec des auteurs évidemment rémunérés, des partenariats systématiques avec d'autres acteurs de la filière, des actions de médiation en amont, etc. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Parce que vous avez une question en fait. Oh, pardon. On vous demande quel budget pour reprendre une librairie, si vous avez une idée, et quelles aides auxquelles les gens peuvent prétendre pour reprendre une librairie. Alors, impossible de répondre à cette question sans savoir quelle librairie, sa taille, son stock. Enfin, évidemment, tout ça, il faut l'estimer. Il y a des librairies de taille et d'implantation extrêmement différentes. Donc, il n'y a pas du tout un prix pour une librairie en général. Après, dans le cadre d'une reprise de librairie, si un certain nombre de critères sont bien pris en compte, alors on en parlait justement, Caroline, un peu informellement au téléphone, la librairie, surtout depuis la pandémie, qui n'est pas tout à fait achevée, suscite, alors la librairie dans la campagne, suscite beaucoup de fantasmes. On n'a jamais vu en Bourgogne-Franche-Comté autant de créations ou reprises de librairies depuis 2 ans, depuis les 2 dernières années, mais avec parfois, encore une fois, des
des fantasmes liés à ce métier, fantasmes qui oublient totalement la réalité liée à la gestion comptable d'une librairie, à toutes les opérations logistiques et au modèle économique d'une librairie de façon plus large. Quant aux aides, il y en a un certain nombre de tout type qui sont pour la librairie des aides à l'investissement en général. Et donc, du côté du CNL comme du côté du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, hein, par exemple, bien que ces aides soient pour l'instant gelées, on espère qu'elles vont être dégelées à partir de cet été, mais ce sont des aides type justement achat ou rachat de stock, déménagement, emménagement, informatisation, et puis des aides spécifiques dans le cadre d'une reprise ou d'une transmission avec des prêts à taux zéro, avec une participation au capital. Voilà, il y a tout un panel d'aides dans le cadre d'une création, d'une reprise de librairie qui sont mobilisables voilà, au regard du prix estimé de la reprise et du contexte de la reprise. D'accord, merci. Et j'ajoute que donc je transmettrai quelques liens utiles et notamment un répertoire national des formations relatives au métier du livre que nous avons constitué dans le cadre de notre fédération, voilà, avec une orientation donc par région, toutes les formations liées au métier du livre existantes sur le territoire métropolitain. Que j'ai sous les yeux et qui vont du CAP jusqu'au doctorat, jusqu'à au concours, par exemple, parce que libraire, c'est un concours, etc. Non, bon, je dis vraiment. Mais il fallait que j'en sorte une dans un webinaire, et c'était là. Les bibliothèques. Les bibliothèques, pourquoi j'ai dit être un concours, c'est la fonction publique territoriale ou fonction publique d'État, d'ailleurs, pour les conservateurs, par exemple. C'est plus dur à couper, cette partie-là, mais voilà, c'était ma bévue de ce webinaire. Bon, en tous les cas, merci beaucoup, Madame Clamins. Je ne sais pas si Madame Blin arrivera à se connecter après Madame Claire Denisot, mais au cas où, je ne sais pas laquelle de vous deux pourra dire peut-être quelques mots si elle arrive à se connecter. Ah, voilà, autant pour moi. Je vous appellerai après, je ne voudrais pas vous manger toute votre forfait. Madame Claire Denisot, je vais vous donner la parole. Merci beaucoup de participer à ce webinaire. Je vous ai sollicité parce qu'en fait, vous avez, je trouve, un profil un peu atypique. Vous êtes éditrice et rédactrice web et j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de votre parcours professionnel. Oui, alors déjà merci aussi, avec plaisir. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, moi j'interviens en tant qu'éditrice et rédactrice web et j'ai commencé au départ par une formation en master juridique. Donc j'ai suivi un M1 de droit avant de m'orienter vers les métiers du livre parce que c'était une matière voilà, qui me transportait plus et tout ce qui touche au travail du texte m'a toujours intéressée. Donc j'ai décidé, dans le cadre de mon M1 de droit, de suivre un stage, de le mettre donc entre parenthèses et de suivre un stage en maison d'édition pour bien confirmer cette envie déjà. Et voilà, je me suis retrouvée dans ce métier et donc j'ai postulé au M2 métier du livre présenté par Marie-Ange Fougère tout à l'heure, que j'ai suivi pendant 1 an. Ensuite, il y a exactement 10 ans maintenant. Dans le cadre de ce master, j'ai fait un stage en maison d'édition juridique, ce qui m'a permis de mettre en lien mes deux formations. Et puis, dans le cadre de différentes relations, et notamment via les réseaux type LinkedIn, j'ai rencontré des éditeurs web, des plateformes qui cherchaient en fait des rédacteurs de textes, d'articles, à publier sur leur site pour informer leur clientèle, leurs internautes. Et donc c'est comme ça qu'en parallèle de ce stage en maison d'édition juridique, j'ai commencé à rédiger du contenu pour des sites et des plateformes web. Je me suis retrouvée également là-dedans et finalement, de fil en aiguille, je me suis orientée complètement dans le web en me formant ensuite sur le terrain en agence web, donc dans la création de sites internet et puis l'édition de contenu pour ces sites internet,
Ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille en tant qu'éditrice et rédactrice web depuis une dizaine d'années maintenant. Alors, je ne vous entends pas. Ouais, je sais, sans micro, c'est toujours moins facile. Mais vous n'avez pas toujours fait ça initialement? Enfin, vous y êtes venu petit à petit, ce qu'on se disait, c'est quand même les métiers du livre, c'est une réalité, c'est pas des métiers forcément faciles, où on s'insère facilement, vous étiez pas forcément éditrice web à la base? Non, au début, j'ai commencé vraiment dans l'édition classique d'ouvrages papier, dans l'édition juridique notamment. Et puis, donc, j'ai continué quelques mois encore dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que très vite, si vous voulez, ayant en parallèle cette activité de rédaction dans le cadre d'édition numérique web, je me suis orientée au fur et à mesure, mais par affinité. Parce qu'il y a toujours ce travail du texte. C'est pas par nécessité, c'est vraiment pour la passion d'un métier. Tout à fait. C'était pas par nécessité, d'autant que dans l'édition juridique, en tout cas, il y a toujours du travail. D'accord. Ok. Mais je vous posais la question, du coup, pour vous, quelles qualités, compétences que vous exerciez sans doute avant dans votre précédent métier, faut-il pour faire ce que vous faites aujourd'hui? Alors, tout d'abord, je dirais par rapport à l'édition, puisque moi je me suis donc vraiment orientée vers l'édition et non pas la librairie, il y a tout ce travail de structuration du texte, le travail du texte au niveau typographie, orthographe, grammaire. Il y a également la ligne éditoriale, l'organisation d'un contenu sur une page pour qu'il soit lisible, pour qu'il soit compris par les lecteurs, notamment d'un site internet. Et la particularité du monde du web et de l'édition web, c'est qu'on s'adresse à la fois à des êtres humains qui vont lire le contenu et à la fois à des robots, des moteurs de recherche, Google notamment, qui eux ont des critères bien précis qui permettent d'être visibles, plus ou moins visibles sur les moteurs de recherche. Pour donner un exemple concret, par exemple, dans le cadre de la formation métier du livre, je gère avec les étudiants le site internet du Master 2. Et donc, lorsqu'une personne va être intéressée par la formation des métiers du livre, elle va taper dans les moteurs de recherche Master métier du livre. Notre objectif, dans le cadre de l'organisation du contenu du site, va être de faire en sorte que ce site ressorte le plus haut possible dans les pages de résultats des moteurs de recherche sur Google. Que ce soit les premiers liens pour qu'on puisse accéder le plus vite possible, si je peux dire, à ce site internet. Ça s'improvise pas, ça s'apprend. Enfin. Tout à fait. Il y a des critères très très précis d'édition et en fait d'organisation du contenu à l'intérieur du site, que ce soit le travail du texte, la structuration également du texte, en paragraphes notamment, des images et des médias qui vont venir compléter ce contenu. Et les mots-clés qui font que ça remontera peut-être aussi. Tout à fait, à placer dans le texte d'une certaine manière pour que ça reste à la fois agréable à lire pour des êtres humains, justement des lecteurs, des lectrices, et en même temps compris par les moteurs de recherche pour faire ressortir ces contenus. Ça pourrait être un métier, n'écrit des textes que pour des robots. Ça l'est, aujourd'hui ça l'est devenu. Et du coup, comme vous disiez, vous intervenez dans le cadre du Master 2 vraiment pour parler de votre métier d'éditrice et de rédactrice web. Et, tout à fait. Alors justement, pour faire le parallèle, en fait, étant donné que je me suis orientée vers le web ensuite, l'idée dans le cadre du M2, au tout début, c'était de montrer cette passerelle entre les métiers du livre, la formation et la possibilité d'évoluer vers des métiers d'édition toujours, mais sur du web exclusivement ou en parallèle. Et l'idée aussi aujourd'hui, c'est que la communication web, c'est devenu un élément incontournable dans l'usage de nos sociétés. Tout le monde, ou en tout cas un grand nombre de la population, aujourd'hui va sur Google, recherche des informations. Et donc, l'objectif, c'est de donner des clés aux étudiants du master métier du livre, en l'occurrence, des clés de cette communication parce que plus tard, ils seront certainement amenés à gérer ou à alimenter le site de leur librairie ou de la maison d'édition avec laquelle ils vont travailler. Ou s'ils sont eux-mêmes gérants de ces maisons, de ces entreprises, ils seront amenés à communiquer d'une manière ou d'une autre sur le web. Et donc, c'est pour qu'ils aient toutes ces clés. J'ai une question peut-être un peu naïve. Est-ce que c'est forcément des travails sur lesquels on est indépendant et on est auto-entrepreneur ou sous un autre statut, ou est-ce qu'il existe aussi des structures un peu plus
grosse, entre guillemets, justement sur l'édition web? Alors, il y a les deux. Vous pouvez travailler en tant que freelance ou en tant qu'indépendant et également au sein d'agences web ou de communication, et donc dans le cadre en tant que salarié dans ces agences. Et c'est des agences où on rentre avec une exigence de diplôme ou savoir manier le texte et savoir comment ce que c'est qu'un paragraphe, un bon paragraphe ou autre, ça permet aussi d'intégrer ce type d'agence. Oui, alors je dirais sur l'édition, enfin sur le travail du texte vraiment et de la visibilité, puisqu'en fait la visibilité web aujourd'hui c'est très large, il y a beaucoup de métiers spécifiques qui sont apparus, mais il est possible d'intégrer une agence web en effet en maîtrisant la structure du texte, l'écriture, également en connaissant les critères des moteurs de recherche, mais en tout cas au sein du M2, le cours que je dispense et donc l'échange que j'ai avec les étudiants, ils sortent avec toutes ces clés et peuvent prétendre à postuler ensuite, par exemple, dans une agence pour travailler toute la partie éditoriale, et non technique, mais bien éditoriale des sites. D'accord. Bon, je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Je vais vous libérer aussi si vous avez ou pas des choses. Je peux rester. Restez avec nous s'il y a des questions, parce que je sens que quelqu'un est en train d'écrire une question. D'accord, mais je peux rester encore un peu. Merci beaucoup. Madame Blin, bonjour. Je ne sais pas si votre micro marche. Ah, par contre, on vous entend. Bonjour, j'espère que la connexion... Eh ben, parfait. C'est un peu décalé. Bonjour, vous m'entendez? Moi, oui. Oui. Bonjour à toutes. Si, c'est bon. Non, c'est un peu... Bon, je vais couper la... Ouais, couper la caméra. Je parle et puis vous me dites s'il faut que je coupe... Bah, pas le son. Bon, je vais couper la caméra. Tant qu'il y a le son, moi ça va. Ah non, j'ai laissé le micro. Oui, c'est ce que je dis, pardon, autant pour moi. Vous m'entendez? Ouais, on vous entend, allez-y, parce que j'avais invité à Madame Blin Ouais, allez-y. Non. Bon, on va peut-être pas le faire. Non, mais en fait, je vous laisse parler. Vous me dites, ah non, pardon, excusez-moi, non, je vous avais invité pour nous présenter la maison d'édition Les Doigts qui rêvent, qui est, je trouve, une maison d'édition un peu atypique, nous raconter son origine et son fonctionnement, en fait. Je vous donne la parole. Allez-y. Oui? Oui. Merci. Donc, Les Doigts qui rêvent est une maison d'édition donc installée tout près de Dijon, à Talent. C'est une maison d'édition associative qui a été créée il y a bientôt 30 ans pour apporter, enfin pour réaliser des livres pour des enfants déficients visuels, donc déficients visuels, c'est-à-dire aveugles et malvoyants. À ce moment-là, il n'existait pas d'album voilà, pour des enfants déficients visuels jeunes. Ah, je sens que ça coupe. Il n'y avait pas d'album, donc le fondateur des Petits Rêves a créé des albums avec des illustrations tactiles à toucher, du texte à lire en braille et en gros caractères. Donc voilà, c'est vraiment l'origine du projet associatif. Et pour faire réaliser ces livres-là, qui sont des livres assez spécifiques, il y avait vraiment besoin de mettre en œuvre 2 savoir-faire très spécifiques qui sont toujours aujourd'hui les 2 piliers des Doigts qui rêvent. Le premier, c'est savoir concevoir des illustrations tactiles pour des enfants qui n'ont peut-être jamais vu. Il ne suffit pas de prendre une illustration pour un enfant voyant et de mettre des textures différentes là où il y a des couleurs différentes. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler du coloriage tactile, mais ce n'est pas du tout accessible pour un enfant aveugle. Donc voilà, c'est savoir comment concevoir une illustration tactile pour qu'un enfant aveugle puisse le lire, comprendre ce qu'il est en train, et puis sans que ça génère trop de médiation de la part d'un adulte et trop de fatigue cognitive aussi. Donc voilà, un savoir-faire autour de l'illustration tactile. Et le deuxième savoir-faire, c'est comme ce sont des livres
qui sont faits avec des textures, avec des reliures spécifiques. Ah, là, on vous a perdu. À reliure spécifique. Bon. Voilà. Bah, on vous entend plus du tout. Donc, je sais pas, Madame Clamence, vous connaissez peut-être aussi bien cette maison d'édition. Absolument pas au point de pouvoir D'accord. remplacer Sophie. Oui, non, mais je me doute. En fait, l'idée, c'était de vous présenter quand même une maison d'édition pas dans une dynamique un peu spécifique, pour un public aussi spécifique. Et je vous invite largement à aller voir le site des Doigts qui rêvent. Ils font des ouvrages, mais magnifiques, uniques, c'est ça, si je ne me trompe pas, parce que Quasi ça des ne pièces uniques. Ouais, ça ne supporte pas la série, ce type d'ouvrage. Et comme semblait le dire Madame Blin, c'est un livre pour un public spécifique. Ça ne s'improvise pas comme pour mimer quelque chose pour un voyant, en fait. En tout cas, Madame, on peut dire que, enfin, je sais pas, Sophie est peut-être revenue, mais on peut dire que c'est vraiment l'exemple absolument typique de la niche J'essaie. éditoriale, les Doigts qui rêvent. du coup, vous êtes revenu? Ouais, parce que Oui. je vous avais perdu Oui, vous à m'entendez? texture, en fait. Ouais. Ça se trouve, vous avez tout un discours et on vous a perdu à texture. Oui, oui, donc c'est des livres très spécifiques. C'est un livre très spécifique à fabriquer. Donc, au sein des Doigts qui rêvent, il y a 11 salariés. On est en train de recruter la 11e salariée. Et la moitié de l'équipe travaille à l'atelier pour découper, coller, relier. Donc, on est vraiment, en effet, comme le disait Marion, on est vraiment une niche complètement atypique. Et plus de la moitié de notre chiffre d'affaires édition est réalisé à l'étranger, pour les États-Unis, pour l'Allemagne, pour les Pays-Bas, et puis pour d'autres pays parfois ponctuellement. Là, en ce moment, on a des demandes de l'Argentine, par exemple. Donc, on est vraiment, on ressemble à un éditeur classique parce qu'on choisit des textes, tout part du choix d'un texte, faire en sorte que le fond et la forme soient le plus efficace pour toucher notre public. Mais après, on n'est pas dans la chaîne du livre. Enfin, on ne cherche pas nécessairement à vendre nos livres en librairie, parce que faire une remise de 30%, et encore 30%, c'est une petite remise, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc voilà, on est un éditeur atypique, et on va être plus, quand on recrute des personnes, on va plus être sur des savoir-faire manuels, ou bien des savoir-faire plus au niveau du design accessible. Oui, puisque je disais, j'invite fortement les participants de ce webinaire. Je mettrai le lien quand je mettrai, même avant le replay, mais allez voir votre site, c'est juste, mais énorme, ce que vous faites. Donc voilà. Merci beaucoup. Et en complément de ce qu'a pu dire Cécile, en complément de ce qu'a pu dire Cécile ou Marion avant, ou bien Marion sur le métier d'éditeur, moi, ce qui m'a particulièrement plu, donc je suis juriste de formation, et ce qui m'a particulièrement plu dans le métier d'éditeur, c'est que pour moi, c'est vraiment un métier un petit peu comme un chef d'orchestre, où on travaille avec de nombreux acteurs. Et on n'est pas artiste soi-même, mais on travaille avec des gens qui ont une capacité artistique importante, mais parfois on travaille aussi avec des gens qui ont des savoir-faire. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette dimension, un peu femme orchestre ou homme orchestre, enfin je sais pas, on travaille avec plein de gens, et on choisit en plus avec qui on veut travailler, donc ça je trouve que c'est très important. Et puis moi je passe 50% de mon temps à chercher de l'argent, donc je suis pas aux manettes pour faire des maquettes, donc il y a d'autres personnes qui le font, mais voilà, je trouve que c'est un métier très très riche, et au sein des Doigts qui rêvent, moi ce qui me plaît particulièrement, c'est la dimension accessibilité pour les publics en situation de handicap. Et voilà, il y a cette dimension qu'on peut retrouver chez plein d'autres éditeurs, mais avec des passions particulières, qu'on peut mettre en œuvre
pour toucher un public de plus en plus large. Ben, merci infiniment pour votre témoignage. Merci à toutes les 4, même si Madame Fougère est partie. Et merci aux gens qui sont restés pour ce webinaire qui a duré un peu plus longtemps que comme d'habitude, en fait. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon après-midi. Et je vous dis à bientôt. Et on aura encore un sujet qui changera totalement on sera sur les métiers du paramédical, mais côté un peu orthoprothésiste, les ostéos, les kinés, enfin, on va essayer de trouver des gens comme quoi on passe vraiment du coq à l'âne. Donc merci infiniment à toutes nos intervenantes et je vous souhaite à toutes et tous un bel après-midi, et un jour on me dira si on dit un bel après-midi ou une belle après-midi. Merci. Les deux, mon général. Ah, c'est toujours ça. C'est encore un mot misogyne. Merci et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.